Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Ça fait longtemps, je sais. Voilà, comme d'habitude, je suis boostée par le début d'année. On va voir si ça dure. Pour l'instant, je vous ai préparé plein de vidéos et on va commencer avec mes meilleures lectures de 2019. J'ai lu beaucoup de livres en 2019, si ça vous intéresse de savoir combien et c'est quoi mes résolutions pour 2020, je vous mets le lien vers un article de blog que j'ai fait cette semaine dans la description. Voilà, j'ai essayé d'en sélectionner 10 hors bande dessinée, manga, comics, parce que pour ça je vous prépare une vidéo spéciale qui arrivera vers la fin du mois, où je parlerai de mes 5 meilleures BD de 2019, mais aujourd'hui ce sera tout le reste. Il y a 9 romans, un essai, je vais vous les classer de celui pour les plus jeunes à celui pour les plus grands. Voilà, c'est pas vraiment l'ordre de préférence, mais voici les 10 livres qui m'ont le plus marqué de mon année 2019. Le premier, c'est Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère de Susie Nielsen, paru aux éditions Helium en français. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère enchaîne les copains pitoyables et depuis que son père est parti vivre avec une actrice à Hollywood et elle se dit que le seul mec qui pourrait être assez bien pour sa mère c'est George Clooney et elle se met dans la tête de lui écrire pour qu'il vienne rencontrer sa maman qu'il a déjà rencontrée 1 ou 2 fois car sa mère est coiffeuse pour le cinéma. Comme d'habitude avec Susie Nielsen, c'est drôle, c'est tendre, c'est très réaliste sans tomber dans le mélodrame et dans le banal. J'ai vraiment adoré ce roman, je ne peux que le conseiller à tout le monde parce que vraiment c'est une autrice à découvrir qui n'est pas assez lue à mon goût. Ensuite, c'est un recueil d'histoires de contes paru aux éditions du Lumignon, c'est Le bois sans dessus-dessous de Clémentine Ferry et Sanoé. Je suis depuis un moment le travail de Sanoé dont j'adore les dessins pleins de douceur et de nature, et enfin bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup, vu que je suivais aussi depuis longtemps ce que font les éditions du Lumignon, j'ai été très contente de voir qu'ils travaillaient ensemble sur les textes de Clémentine Ferry. Alors, Le bois sans dessus-dessous et autre histoire contée, c'est un univers à la croisée entre le bois de Katsu, le vent dans les saules, le Hobbit. C'est plein de petites aventures qui se passent dans un bois où tous les personnages qui sont des animaux se rencontrent, se disputent, ont des aventures en lien avec des douceurs et du thé, du chocolat chaud. C'est un petit recueil parfait à lire quand vous aimez le cocooning. Voilà, vous aimez les boissons chaudes, vous aimez le thé, vous aimez passer du temps à faire des bons cadeaux pour vos amis. C'est adorable, j'ai adoré lire ce petit recueil d'histoires. Et il y en a un deuxième que j'ai dans ma pile à lire qui s'appelle La maison au cola, que j'ai hâte de lire. Voilà, c'est 2 petites merveilles, ces 2 petits trésors, je vous les conseille absolument. Ensuite, j'ai profité du festival Rue des Livres pour rencontrer Flore Vesco et enfin lui acheter un roman de Cap et de mots paru ici chez Didier Jeunesse. C'est une autrice dont on me parle depuis longtemps, qu'il fallait absolument que je lise aussi, et je ne comprends pas pourquoi j'ai tant tardé à m'y mettre parce que j'ai adoré. On sent que l'autrice s'amuse beaucoup avec les mots et la langue française et à inventer des choses et à faire de son texte un ravissement, ne serait-ce que par ses inventions grammaticales et lexicales. Dans celui-ci, on suit Serine qui, pour sauver un peu sa famille de la misère, va être engagée comme suivante au palais de la reine, sauf qu'elle n'a pas du tout les habitudes des courtisanes, elle ne sait pas du tout quelles sont les règles de l'étiquette et ce genre de choses, et elle va un peu mettre les dawa au palais. Elle va participer au renversement d'un complot, et enfin bref, c'est un superbe roman qui est très difficile à résumer parce qu'il parle de beaucoup de choses, mais c'est vraiment une ambiance de conte de fées, révolutionnaire, avec vraiment une langue délicieuse, quelque chose de vraiment très agréable à lire. Mon gros coup de cœur jeunesse de cette année, je l'ai écouté en livre audio, mais je l'avais dans ma pile à lire et ensuite je l'ai relu, juste normal en papier. C'est Victoria Rêve de Timothée de Fombelle. Je commence à être à jour dans mes Timothée de Fombelle. Cette année j'ai lu Toby Loveless et Victoria Rêve, j'ai lu Van Gogh, enfin voilà, je commence à avoir un peu un beau panel de ce qu'écrit ce monsieur, et je pense que ce livre-là, ce roman-là, est celui qui m'a le plus touchée. C'est Victoria, qui est une jeune fille qui lit beaucoup et qui est beaucoup dans la lune, on dirait, qui aime beaucoup l'imaginaire, etc. Elle est très timide, très renfermée, elle n'est pas forcément la plus populaire de sa classe, et dans ce roman-là, on va lui demander si c'est elle qui cache les 3 Cheyennes.
Alors elle se dit mais c'est quoi cette histoire de Cheyenne? Est-ce qu'il y a des Cheyennes dans ma ville? Puis elle voit son père qui le soir dit à tout le monde qu'il s'en va au boulot, puis en fait il enfile un costume de cow-boy. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet étrange phénomène qui fait qu'on dirait que la fiction est en train de rentrer dans la réalité? Si vous aimez les belles histoires qui parlent du pouvoir des histoires, de l'imagination, de la fadeur que peut avoir le quotidien, c'est vraiment un trésor. Vraiment, je pense que ce livre va être l'un de ceux que je vais relire très souvent parce qu'il est tellement beau. On passe au young adult et que serait une année de lecture chez Jeanne s'il n'y avait pas un Stéphane Servan? Voici le dernier, Féline, qui est une espèce de dystopie sociale où d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, la plupart des adolescentes dans le monde entier se retrouvent couvertes d'une fourrure et ont des capacités un peu spéciales qui sont normalement l'apanage des chats, par exemple, voir la nuit, avoir beaucoup des très bons réflexes. Ce roman se présente comme un témoignage de Louise, comme si Stéphane Servan avait interrogé l'une des jeunes filles qui est victime de cette transformation. Le problème, c'est que cette transformation va être réutilisée par des extrémistes religieux, politiques, comme preuve d'une société qui va dans le mur et qui n'a pas suivi les bons préceptes, enfin bref, tout ce que peuvent sortir les extrémistes comme stupidité pour s'approprier des événements et les transformer en armes de propagande. C'est un roman bien entendu très féministe, où on prône la sororité, la solidarité, la compréhension, et c'était une lecture, je pense, importante. Je pense que c'est un texte qui devrait être dans tous les CDI, dans toutes les bibliothèques, et que un maximum d'adolescents devraient le lire. Après, je n'ai pas retrouvé l'onirisme et la poésie qui m'avaient plu dans La langue des bêtes, par exemple, qui est mon roman préféré de Stéphane Servan, mais ça se comprend par le format. C'est censé être le témoignage d'une adolescente. Elle va pas forcément partir dans des grandes envolées lyriques quand elle raconte ses mésaventures en cavale. L'une de mes meilleures lectures 2018 était Le faiseur de rêves de Laini Taylor. Du coup, en 2019, j'ai lu La muse des cauchemars, le tome 2, qui termine le diptyque, et vraiment, c'est une duologie qu'il faut absolument lire si vous aimez les textes bien écrits, l'imaginaire, le pouvoir des histoires. Encore une fois, c'est un thème qui revient très souvent dans mes livres préférés, je sais. Dans La muse des cauchemars, on a vraiment la suite et la résolution de toutes les intrigues du premier tome. Je vous mets en lien en bas et ici la vidéo où je parle du premier tome si vous voulez en apprendre plus. Mais pour moi, vraiment, qui n'avait pas lu beaucoup de fantasy young adult depuis très longtemps, cette série m'a un peu réconciliée et j'ai envie d'en lire beaucoup plus en 2020. Un ovni de cette fin d'année en littérature de jeunesse, c'est Thornhill de Pam Smith, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. C'est un roman, mi-roman graphique. Beaucoup de pages sont dessinées comme celle-ci. Vous avez le destin croisé de deux jeunes filles, l'une qui emménage dans une nouvelle ville et dont le papa travaille beaucoup, et vu que sa mère est morte récemment, ben, elle se retrouve vite très seule. Et vous avez ça, donc ça c'est tous les passages dessinés, et les passages narrés, c'est le journal d'une jeune fille qui vivait à Thornhill, un orphelinat qui est de l'autre côté de la rue, où elle se faisait harceler par une des autres jeunes filles dans l'orphelinat, et où elle raconte un petit peu son calvaire et comment elle s'en est sortie. Ou pas. J'ai beaucoup aimé ce roman, je ne m'attendais pas à une telle claque. Il y a une ambiance de roman fantastique et de film d'horreur, parce qu'au bout d'un moment, mais bien entendu, les deux histoires se mélangent de façon très mystérieuse. Il y a des histoires de poupées et de pantins fabriqués à la main qui peuvent faire un peu flipper. Pas forcément dans les dessins, mais dans les descriptions et de ce pourquoi elles existent. C'est un roman très important sur la solitude, la dépression des enfants, sur le harcèlement, la façon dont c'est pas forcément pris au sérieux par les adultes. Et puis j'ai adoré la façon dont c'est raconté. Les passages dessinés sont très puissants. Il y a beaucoup d'angoisse et on se pose beaucoup de questions. C'est vraiment... je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre. Si vous aimez frissonner, les histoires importantes et les très beaux objets, je vous conseille vraiment de lire Thornhill, c'est aux éditions du Rouen. Enfin, cette année, j'ai essayé de lire un peu plus de romans de la rentrée littéraire, et enfin, il y en a deux qui m'ont beaucoup plu cette année. Le premier dont je vais vous parler, c'est Ceux qui partent de Jeanne Benhammer. J'aime beaucoup la plume de Jeanne Benhammer, c'est le 3e ou 4e de ses romans que je lis, et je compte bien en lire d'autres car j'en ai plein dans ma pile à lire juste derrière moi.
Ici, on suit pendant 24 heures toute une ribambelle de personnages qui gravitent autour d'Ellis Island en 1910. Les personnages principaux sont Emilia, une jeune femme, et son père Donato, qui sont partis d'Italie pour aller vivre aux États-Unis. Mais vous avez aussi d'autres personnages émigrés comme eux. Vous avez aussi un tzigane, vous avez une rescapée du génocide arménien. Vous avez toute la pauvreté d'Europe de l'époque qui espère une vie meilleure, mais vous avez aussi un jeune New-Yorkais promis à un destin tout tracé et assez mondain, qui s'intéresse à la photographie et qui essaye de venir tirer le portrait des gens qui arrivent à Ellis Island. C'est un roman qui se déroule sur 24 heures et qui est très dense, très sensuel, où en fait l'autrice va aller creuser au plus profond des âmes des personnages pour essayer de faire le tour de ce que ça veut dire de tout quitter derrière soi et qu'est-ce qui reste avec nous. Qu'est-ce que c'est de quitter son pays, de quitter sa langue? Qu'est-ce que c'est de n'avoir plus rien qu'une valise qu'on risque de perdre à chaque instant? Qu'est-ce que c'est de ne pas être accueilli à bras ouverts dans un pays qui vous fait subir des contrôles jusqu'à ce que vous en soyez malade? Qu'est-ce que c'est que de faire sa place dans un endroit où personne de votre famille n'est jamais allé avant? Qu'est-ce que c'est de laisser les morts qu'on a aimés derrière soi? Enfin voilà, tout ça se retrouve là-dedans. Tout ce qui est indicible, tout ce qui est au plus profond de l'âme des gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs. C'est un roman évidemment d'une effroyable actualité que je vous invite à lire si vous aimez les très beaux textes, les belles phrases qu'on a envie de recopier dans des cahiers, et si vous voulez essayer de vous imprégner de qu'est-ce que ça peut être l'expérience d'un migrant. Celui-ci, je ne l'ai pas avec moi, je l'avais emprunté au magasin, mais j'ai adoré. C'était De Pierre et d'Os de Bérengère Cournenu. Je n'avais jamais lu cette autrice, mais depuis que je l'ai découverte, j'ai envie de lire son autre roman. Dans De Pierre et d'Os, on suit le destin d'une jeune femme inuite au fin fond du pôle Nord. L'histoire commence quand elle se retrouve séparée de sa famille parce que la glace se fissure et elle est sortie en pleine nuit et du coup elle les perd pour toujours. Elle va devoir faire son destin, survivre et réussir à trouver sa place dans cette nature sauvage et impitoyable. C'est un roman où on sent que l'autrice a voulu faire quelque chose d'assez anthropologique, de s'intéresser aux croyances, aux us et coutumes, aux repas, aux rites, à la structure des habitations, à la façon dont les gens vivent ensemble, sans pour autant en faire un documentaire et sans pour autant projeter une vision occidentale des choses. On est vraiment immergé à la place de quelqu'un qui partage ce mode de vie et j'ai trouvé ça d'un grand altruisme en fait, c'était très agréable à lire. On est vraiment immergé dans une société où la pensée magique a toujours lieu, où les esprits et les dieux rôdent à chaque coin de roche, où on n'hésite pas à avoir un présage dans le moindre soleil un peu étrange ou le moindre nuage, quitte à ce que ça ait un impact très fort sur le reste de votre vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout ça est traité sans la moindre condescendance. C'est vraiment une espèce d'émerveillement permanent et d'exotisme dingue dans lequel on plonge. On a vraiment cette sensation d'être parmi eux et d'avoir laissé derrière nous nos pensées d'occidentaux modernes pour s'immerger dans quelque chose de radicalement différent. C'était vraiment une excellente expérience de lecture. Le livre en plus est très beau. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de le lire parce que vraiment, j'ai passé un moment incroyable avec ce bouquin. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est l'essai dont je vous parlais à l'origine. C'est Une chambre à soi, A Room of One's Own, de Virginia Woolf. Je ne comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps à lire ce livre. Je n'arrête pas d'y penser. Je l'ai lu en février ou en mars et j'y pense sans cesse depuis que je l'ai lu. Je crois que je vous en ai parlé dans mon bilan des lectures de l'hiver 2019. Donc je ne vais pas m'étaler davantage dessus, mais vraiment c'est un essai qui m'a confortée dans le fait qu'on n'invite pas les femmes à passer du temps seules avec elles-mêmes. Elles sont censées, attention, hein, je mets des guillemets partout parce que les choses changent et je sais qu'on est quand même dans une société assez privilégiée, mais dans la société assez classique, on ne pousse pas les femmes à passer du temps seules avec elles-mêmes, à trouver ça normal d'avoir leur moment à elles, alors que c'est par la solitude qu'elles peuvent sortir d'elles-mêmes. Virginia Woolf explique que pour pouvoir écrire et donc réfléchir et créer et essayer de faire quelque chose de sa vie autre que d'élever des enfants ou tenir une maison, une femme a besoin de liberté financière, donc de pouvoir vivre sans avoir à travailler tout le temps. Elle a besoin de temps
et élever une ribambelle d'enfants quand on est parent, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour pouvoir écrire. Et enfin, elle a besoin d'un lieu à elle pour pouvoir s'adonner à son art. C'est toute une réflexion sur pourquoi il y a eu beaucoup moins de femmes qui ont marqué la littérature ou l'art avant le XXe siècle que d'hommes. J'aime beaucoup comment c'est écrit. On lui demande de faire un discours pour l'une ou l'autre des universités anglaises, je ne sais plus laquelle. Et du coup, en fait, elle explique son cheminement pour écrire ce discours et comment elle est sans cesse coupée dans ses réflexions parce qu'elle est une femme. Par exemple, un jour, elle déambule sur une pelouse pendant qu'elle réfléchit au sujet de son article et hop, elle se fait interrompre en plein milieu de sa pensée par un homme qui lui dit qu'on est à Oxford et les femmes n'ont pas le droit de marcher sur les pelouses à Oxford. Et du coup, elle s'énerve et elle quitte le chemin et elle râle sur le fait qu'elle ne peut pas marcher sur une pelouse et pouf, son idée s'est perdue. Voilà, elle était plus là, elle l'a perdue pendant qu'elle s'est fait interrompre par ce monsieur. Et c'est plein des petits exemples comme ça, qui sont très cyniques et ironiques et qui prouve en plus son propos. Et c'est super intéressant. Oui, ça a été écrit il y a maintenant plusieurs décennies. Certaines choses sont moins vraies de nos jours, mais il ne faut pas oublier que chaque petit acquis de liberté n'est pas acquis pour toujours et qu'il faudra sans cesse se battre. Et c'est ce genre de livre qui vous rappelle que le chemin parcouru depuis quelques décennies a été immense et qu'il est toujours très fragile. Une lecture indispensable pour tout le monde qui s'intéresse un peu aux êtres humains. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était mes 10 livres qui m'ont le plus marqué en 2019 hors titre graphique. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme chaque année, je vous dis que je vais essayer d'être un peu plus régulière par ici. Ne m'en voulez pas si c'est pas le cas. Je fais de mon mieux, comme tout le monde, je crois. N'hésitez pas à me dire quels ont été, vous, les titres qui vous ont le plus marqué cette année dans vos lectures. Ça m'intéresse beaucoup et ça peut rajouter des idées de livres à ajouter dans ma wishlist ou dans ma pile à lire. Et en attendant de vous revoir, je l'espère, la semaine prochaine, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures.